À 6h42, au matin du 8 décembre 1941, le lendemain de Pearl Harbor, un ingénieur de 27 ans nommé Jiro Horikoshi entra dans l'usine aéronautique Mitsubishi de Nagoya et comprit, avec la clarté particulière d'un homme qui vient de voir son monde basculer, que l'avion qu'il avait passé 4 ans à concevoir était désormais en guerre. Le Zéro était en production depuis 18 mois. Horikoshi en avait tracé chaque ligne à la main, s'était battu pour chaque gramme de réduction de poids et avait personnellement supervisé les tests métallurgiques qu'il avait rendus possibles. Il l'avait créé pour être le meilleur chasseur embarqué au monde. Il l'était. Il ne l'avait pas créé pour mener une guerre contre la capacité industrielle des États-Unis. Il comprenait les chiffres. Le Japon a produit 436 chasseurs Zéro en 1941. Les États-Unis ont produit 19 433 avions de tout type la même année. Et les Américains ne faisaient qu'un que commencer. Ce qui suivit au cours des 4 années suivantes fut l'une des campagnes industrielles les plus audacieuses et finalement les plus condamnées de l'histoire de la guerre. Le Japon allait produire plus de 10 000 chasseurs Zéro dans des conditions qui auraient dû rendre la chose impossible. Sous blocus, sous les bombardements, sous la destruction systématique des chaînes d'approvisionnement et des usines dont dépendait l'appareil. Ils y parviendraient en déplaçant les usines sous terre, en dispersant la production dans des centaines de petits ateliers, en cannibalisant l'industrie civile jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à cannibaliser. Ils allaient seulement produire 10 000 avions, et cela ne suffirait pas. Le problème de Horikoshi en 1937, lorsque la marine impériale japonaise lui remit le cahier des charges qui allait devenir le Zéro, était le poids. La marine voulait un chasseur embarqué capable de voler à 500 km/h, d'atteindre 3000 mètres d'altitude en moins de 3 minutes et demie, d'emporter 2 canons de 20 mm et 2 mitrailleuses de 7,7 mm, de disposer d'une autonomie de plus de 3000 km avec des réservoirs largables et de manœuvrer à basse vitesse mieux que n'importe quel appareil de l'armée de l'air chinoise ou de l'opposition alliée anticipée. Il voulait tout cela dans un avion monomoteur assez léger pour opérer depuis le pont des porte-avions. Ce cahier des charges était, selon les normes d'ingénierie de 1937, impossible. Chaque élément exigeait des compromis qui contredisaient tous les autres. Une longue autonomie nécessitait du carburant. Le carburant nécessitait des réservoirs. Les réservoirs nécessitaient une structure. La structure nécessitait du poids. Le poids sacrifiait la vitesse et le taux de montée. Le blindage protégeait le pilote. Le blindage pesait lourd. Les réservoirs auto-obturants prévenaient les incendies. Les réservoirs auto-obturants pesaient lourd. Tous les chasseurs en service dans toutes les armées de l'air du monde avaient fait ces compromis et abouti à des appareils performants à certains égards et déficients à d'autres. Horikoshi refusa les compromis. Il travaillait pour Mitsubishi depuis l'obtention de son diplôme de l'Université impériale de Tokyo en 1927. Il avait étudié la conception aéronautique en Allemagne et en Amérique. Et il avait conçu des chasseurs qui avaient été rejetés, modifiés, améliorés, puis rejetés à nouveau par un processus de spécification de la marine qui savait exactement ce qu'elle voulait, sans être certaine qu'une telle chose puisse exister. Il avait 32 ans lorsque le cahier des charges du Zéro arriva. Il n'était pas arrogant, il était précis, ce qui est différent, et il avait identifié une solution que personne d'autre n'avait atteinte, car elle exigeait d'accepter un risque d'ingénierie que la conception aéronautique conventionnelle évitait explicitement. La solution résidait dans le matériau. Sumitomo Metal Industries avait mis au point un alliage d'aluminium appelé Extra Super Duralumine, désigné sous le nom de 7075, qui était nettement plus résistant par unité de poids que les alliages utilisés dans la construction aéronautique standard. Il était également plus cassant, plus sensible aux fissures de fatigue, plus difficile à travailler et n'avait jamais été utilisé sur des avions de série. Le risque n'était pas théorique. Si l'alliage cédait sous les contraintes du combat, la défaillance était catastrophique. Le pilote n'avait aucun avertissement et aucun recours. Horikoshi le choisit malgré tout. Il utilisa l'extra super duralumine dans la cellule du Zéro partout où le rapport résistance sur poids justifiait le risque. Il élimina la plaque de blindage derrière le siège du pilote. Il supprima les revêtements auto-obturants des réservoirs de carburant. Il conçut la cellule avec des tolérances exigeant un niveau de précision de fabrication que l'industrie japonaise de 1937 n'avait jamais eu à atteindre. Il conçut la verrière pour offrir au pilote un champ de vision dégagé à 360 degrés, ce qui nécessitait une solution structurelle
ajoutant de la complexité tout en réduisant le poids, une contradiction qu'il résolut par la géométrie plutôt que par les matériaux. Le prototype prit l'air le 1er avril 1939. Ses performances furent exactement conformes aux exigences du cahier des charges. Pas approximativement, exactement. Les pilotes d'essai de la marine qui le firent dans ce volet revinrent avec des rapports utilisant des termes que les pilotes d'essai japonais n'avaient pas l'habitude d'employer pour des avions nationaux. Ils utilisèrent des mots que l'on pourrait traduire par extraordinaire et sans précédent. Le Zéro grimpait plus vite, virait plus court, volait plus loin et emportait un armement plus lourd que n'importe quel appareil de sa catégorie qu'ils aient jamais rencontré. La marine l'accepta immédiatement. Mitsubishi lança la production en 1940. L'avion que les pilotes américains finiraient en par appeler le Zéro, que la marine désignait sous le nom de A6M, et que les pilotes japonais appelaient le Raisen, le chasseur Zéro, entra en combat au-dessus de la Chine en août 1940. Durant les 2 premières années de sa vie opérationnelle, il fut pratiquement invincible dans ses zones de déploiement. En Chine, il effectuait des patrouilles de combat, escortait des bombardiers, y affrontait les chasseurs chinois et affichait des taux de victoire tels que l'état-major de la marine s'en servit pour bâtir toute une doctrine stratégique fondée sur l'hypothèse de la supériorité aérienne. 13 victoires consécutives lors de son premier engagement. 0 perte. En décembre 1941, lorsque Horikoshi entra dans l'usine de Nagoya et comprit que la guerre avait changé, 521 Zéro avaient été produits. Ils opérèrent depuis les porte-avions qui venaient de détruire la flotte américaine du Pacifique à Pearl Harbor, depuis des bases insulaires à travers le Pacifique occidental et depuis des aérodromes en Chine que l'armée avait capturés et que la marine avait équipés. Les Américains ne savaient pas encore à quoi ils se mesuraient. Le Grumman F-4F Wildcat n'était pas un mauvais avion. C'est un point crucial, car l'histoire du Zéro au cours des 18 premiers mois de la guerre du Pacifique est parfois racontée comme si les Américains pilotaient des avions d'entraînement contre des avions de combat, ce qui n'était pas le cas. Le Wildcat était bien construit, robuste et performant entre les mains d'un pilote expérimenté. Il possédait un blindage, il avait des réservoirs auto-obturants, il était difficile à abattre. Il pouvait encaisser des dommages de combat qui auraient pulvérisé un Zéro et ramené son pilote à bon port. Il était aussi nettement plus lent, nettement moins manœuvrable, et disposait d'une autonomie bien plus courte que l'avion qu'il était censé combattre. Les taux de perte des premiers mois de la guerre du Pacifique n'étaient pas une question de qualité des pilotes américains. Les Américains qui volèrent contre les Zéros au-dessus de Wake, de Darwin ou de la mer de Corail n'étaient ni mal entraînés ni démotivés. Beaucoup comptaient parmi les meilleurs pilotes que leur pays ait produits. Ils moururent, malgré tout, dans des proportions que les plans d'avant-guerre de la marine n'avaient pas prévues, parce que l'avion qu'ils pilotaient avait été conçu sans connaissance précise des capacités du Zéro. Personne en dehors du Japon ne connaissait précisément les capacités du Zéro. L'avion combattait en Chine depuis 1940. Le renseignement militaire américain avait reçu des rapports. Ces rapports avaient été évalués et classés. L'évaluation avait conclu qu'un avion japonais correspondant aux spécifications de performance signalées était aérodynamiquement invraisemblable. Ces spécifications impliquaient un rapport poids-puissance, qui supposait soit des erreurs de rapport, soit des capacités de l'aviation japonaise que les analystes américains ne croyaient pas existantes. Les analystes se trompaient. La solution matérielle de Horikoshi avait produit un avion aérodynamiquement invraisemblable, selon les critères appliqués par les analystes américains, car ces critères reposaient sur les matériaux et les tolérances de fabrication de la production aéronautique américaine. Le Zéro était construit selon des tolérances différentes, avec des matériaux différents. Les Américains le découvrirent le 7 décembre 1941 et passèrent les 18 mois suivants à essayer de construire un avion capable de l'affronter à armes égales. Ils réussirent, mais cela appartient à une autre partie de l'histoire. L'usine Mitsubishi de Nagoya était, en 1942, le site de fabrication militaire le plus important du Japon. Ce n'était pas le plus vaste. Les usines aéronautiques Nakajima de Musashino et d'Ota étaient les plus grandes en termes de superficie. Les installations de Kawasaki à Akashi produisaient plus de moteurs. Mais Nagoya était le lieu de construction du Zéro, et le Zéro était ce qui permettait aux porte-avions de la marine impériale de rester opérationnels. Or, les planificateurs stratégiques japonais avaient décidé que la guerre se gagnerait ou se perdrait sur ces porte-avions. L'usine employait 13 000 ouvriers
au début de 1942. Elle fonctionnait avec 2 équipes de 12 heures, 6 jours par semaine. Le rythme de production auquel la direction de Mitsubishi s'était engagée après Pearl Harbor était de 2 avions par jour. Cela exigeait une précision de fabrication que le processus d'avant-guerre n'avait atteinte que par intermittence et que l'expansion de la main-d'œuvre pour répondre à la demande de guerre rendait systématiquement difficile. Le problème venait des tolérances de Horikoshi. La cellule du Zéro, construite selon les spécifications de l'extra-super-duralumine, exigeait une précision d'usinage et d'assemblage que les ouvriers expérimentés pouvaient atteindre de manière fiable, contrairement aux novices. La main-d'œuvre d'avant-guerre avait passé des années à développer la mémoire musculaire et le discernement requis par ces tolérances. La main-d'œuvre d'expansion du temps de guerre, issue d'usines de navires, de locomotives et de machines industrielles, n'en disposait pas. Or, les taux de défectuosité grimpèrent en flèche dans les premiers mois suivant Pearl Harbor. Des avions qui passaient de l'inspection initiale échouaient aux tests structurels. Des ailes conformes aux spécifications dimensionnelles produisaient un comportement aérodynamique qui ne correspondait pas aux paramètres de conception. Les inspecteurs de la marine commencèrent à rejeter les avions terminés à des taux qui menaçaient les objectifs de production. La direction de Mitsubishi réintégra l'équipe d'ingénierie de Horikoshi dans le processus de production. Ils avaient été affectés à des travaux de conception avancés sur le successeur du Zéro. Ils furent retirés de ces postes et placés dans les ateliers, travaillant aux côtés des ouvriers de montage, identifiant les failles de tolérance et leurs causes, et développant des aides à la production et des gabarits pour réduire la dépendance envers l'habileté individuelle que le processus original supposait. Le taux de défectuosité diminua. Le rythme de production augmenta. À la fin de 1942, Mitsubishi produisait 3 Zéros par jour. L'objectif de 2 fixé par la marine avait été dépassé. Les ingénieurs avaient rendu fabricable à grande échelle un cahier des charges impossible en résolvant le même problème que Horikoshi lors de la conception. Trouver la tolérance que le système pouvait atteindre de manière fiable et construire le processus autour d'elle. Puis les Américains trouvèrent le Zéro des Aléoutiennes. Le 4 juin 1942, le jour même où la bataille de Midway détruisait la puissance aéronavale japonaise, un Zéro fut abattu au-dessus de l'île d'Akutan dans les Aléoutiennes. Le pilote fut tué sur le coup, mais l'avion, qui s'était posé dans un marais à basse vitesse avec son train d'atterrissage sorti, était en grande partie intact. Les Américains le trouvèrent 3 semaines plus tard. L'opération de récupération qui sortit le Zéro du marais alaskien pour l'expédier à San Diego fut traitée avec l'urgence que les pilotes de chasse de la marine réclamaient depuis Pearl Harbor. Ils avaient besoin de savoir ce qu'ils combattaient. Ils demandaient depuis des mois. Le système de renseignement leur avait dit ce qu'ils pouvaient à partir des rapports de combat et des documents capturés, ce qui était insuffisant. Désormais, ils possédaient l'avion. Les pilotes d'essai de la marine le firent voler contre tous les chasseurs de l'inventaire américain. Les résultats confirmèrent tout ce que les rapports de combat avaient se décrit et ajoutèrent des détails spécifiques que les rapports n'avaient pu fournir. Le rayon de virage du Zéro à basse vitesse était plus court que tout ce que les pilotes américains avaient rencontré. Son taux de montée sur les premiers milliers de pieds d'altitude dépassait celui du Wildcat par une marge qui rendait l'avantage d'altitude presque impossible à établir par des moyens conventionnels. Son autonomie, même sans réservoir largable, était extraordinaire pour un chasseur monomoteur de cette catégorie. Mais les pilotes d'essai découvrirent aussi ses faiblesses. Les commandes du Zéro se raidissèrent considérablement à haute vitesse. À l'approche de 350 miles par heure, les ailerons devenaient difficiles à actionner, et au-dessus de 400 miles par heure, ils étaient pratiquement bloqués. Un pilote de Zéro en piqué à haute vitesse se retrouvait dans un avion qu'il ne pouvait plus manœuvrer. Le moteur du Zéro, superbe à basse et moyenne altitude, perdait sa puissance au-dessus de 20 000 pieds, plus rapidement que les moteurs américains. Et le Zéro, dépourvu de blindage et de réservoirs auto-obturants, était catastrophiquement vulnérable à des tirs précis. Une courte rafale de mitrailleuses de calibre 50 dans les réservoirs provoquait des incendies auxquels les pilotes ne survivaient pas. Les tactiques découlant de ces découvertes changèrent la guerre aérienne du Pacifique. N'engagez pas de combat tournoyant avec le Zéro à basse vitesse. Ne virez pas avec lui. Attaquez depuis l'altitude, tirez et plongez pour vous éloigner. Utilisez la raideur des commandes du Zéro contre lui. Forcez-le à atteindre une haute vitesse et il devient un avion différent que les pilotes américains pouvaient maîtriser. Le Tash Weave, la technique de combat que le capitaine de corvette Jimmy Tash avait développée à partir des rapports de combat,
devint la doctrine standard. Attaque à haute altitude, tactique d'équipe, utilisation d'une communication radio supérieure et contrôle des chasseurs pour positionner les avions américains là où les avantages du zéro étaient neutralisés. Les constructeurs aéronautiques américains commencèrent à produire les appareils capables d'exécuter ces tactiques. Le Grumman F-6F Hellcat, conçu avec l'apport direct des pilotes ayant combattu le zéro et des ingénieurs ayant étudié l'avion d'Akutan, entra en production en janvier 1943 et en combat en septembre de la même année. Il était plus lourd que le zéro, moins manœuvrable à basse vitesse, mais plus rapide, plus puissant, mieux blindé, plus facile à produire et, entre les mains d'un pilote américain entraîné suivant la nouvelle doctrine, systématiquement mortel pour l'avion que Horikoshi avait construit. Le Japon devait réagir, le Japon devait produire. L'état-major de la marine japonaise comprit les chiffres dès la mi-1942, avant même Midway. À Pearl Harbor, la marine avait attaqué avec 420 avions provenant de 6 porte-avions. Midway leur coûta 228 avions et 4 porte-avions en 4 minutes d'attaque de bombardiers en piqué. La force aéronavale, qui avait été l'instrument de l'ambition stratégique japonaise dans le Pacifique, fut réduite en un seul engagement à une capacité défensive. Les avions qui avaient été l'outil de cette force étaient consumés au combat à des rythmes dépassant la capacité de remplacement du système de production. Le Japon a produit 2935 chasseurs zéro en 1942. L'Amérique a produit 47 836 avions de tout type. Le ratio était d'environ 16 contre 1 et ne cessait de croître. Le système de production américain, qui convertissait la capacité industrielle civile à l'usage militaire depuis 1940, atteignait son pic de production de guerre. Le système de production japonais, qui fonctionnait à pleine capacité militaire depuis le début de la guerre en Chine en 1937, avait moins de marge de manœuvre et une base industrielle plus restreinte. Le problème des matières premières était immédiat et structurel. Avant la guerre, le Japon importait 88% de son pétrole et 79% de son minerai de fer et 100% de sa bauxite pour l'aluminium. Le calcul stratégique qui avait motivé l'expansion en Asie du Sud-Est était précisément celui-ci: capturer les champs pétrolifères des Indes orientales néerlandaises, le caoutchouc de Malaisie, la bauxite des Philippines et la contrainte des matières premières disparaîtrait. Le pari avait fonctionné au cours des 6 premiers mois. Les matières premières affluaient, les lignes de production tournaient, mais les navires marchands qui transportèrent ces ressources des territoires capturés vers les îles japonaises étaient détruits. Les sous-marins américains trouvaient les routes de convoi et les harcelaient avec une efficacité croissante au fil de la guerre. En 1942, les sous-marins américains coulèrent 180 navires marchands japonais. En 1943, ils en coulèrent 296. En 1944, ils en coulèrent 492. La bauxite dont le Japon avait besoin pour fondre l'aluminium des cellules de zéro se trouvait sur des navires gisants au fond du Pacifique. Les planificateurs de la production trouvèrent une solution partielle: utiliser moins d'aluminium par avion. Les marges structurelles déjà extrêmement fines du zéro furent encore réduites. Les tolérances de fabrication que les ingénieurs de Horikoshi avaient mis des années à atteindre furent relâchées là où c'était possible. Il en résulta des appareils plus légers de la mauvaise manière, structurellement marginaux, d'une façon que les pilotes ne pouvaient détecter que lorsque l'avion cédait sous le stress du combat. Puis vinrent les bombardiers. Le B-29 Super Fortress n'était pas prêt en 1943, pas de la manière dont les planificateurs américains l'avaient prévu. L'avion était techniquement extraordinaire, un bombardier pressurisé capable d'emporter 20 000 livres de munitions à des altitudes supérieures à 30 000 pieds, à des vitesses rendant l'interception difficile pour les chasseurs conventionnels. Il avait été conçu spécifiquement pour atteindre le Japon depuis des bases que la puissance aérienne japonaise ne pouvait menacer, pour voler au-dessus du plafond opérationnel efficace du zéro et pour infliger la destruction industrielle que la doctrine de bombardement stratégique américaine supposait capable de mettre fin à toute guerre moderne. La doctrine se trompait sur certains points et voyait juste sur un autre. Elle se trompait sur la précision. Les premiers raids de B-29 sur le Japon, menés depuis des bases en Chine à partir de juin 1944, les tentèrent de destruire des installations industrielles spécifiques par des bombardements diurnes à ces altitudes. La haute altitude impliquait des vents violents au niveau du courant jet stream,
que la géographie japonaise concentrait à des vitesses que les météorologues américains n'avaient pas pleinement comprises. Des bombes qui auraient dû tomber à moins de 300 pieds d'une cible la ratirent de plusieurs kilomètres. Les usines aéronautiques de Nagoya furent attaquées 6 fois à la fin de 1944. Les dégâts étaient réels, mais non décisifs. Les lignes de production continuèrent. Ce qui était juste, c'était le principe du ciblage. Les planificateurs américains avaient identifié les usines d'avions comme le nœud critique. Détruisez la capacité de production et les avions s'arrêtent. Arrêtez les avions et les porte-avions deviennent vulnérables. Rendez les porte-avions vulnérables et la campagne de reconquête des îles atteint l'archipel nippon. La logique était correcte. L'exécution, en 1944, n'était pas encore capable de suivre cette logique jusqu'à sa conclusion. Mitsubishi répondit au premier raid par le plan que toute cible industrielle majeure finit par adopter sous les bombes, la dispersion. Le plan de dispersion élaboré par Mitsubishi et le ministère de la production militaire japonais fin 1944 était, en tant qu'entreprise d'ingénierie et de logistique, véritablement extraordinaire. L'usine de Nagoya ne pouvait être protégée. Elle était trop grande, trop connue, trop manifestement la cible de toute force de bombardement, s'attaquant à la production aéronautique japonaise. Ce qui pouvait être fait, c'était de sortir la capacité de production du bâtiment pour l'installer dans des endroits que les bombardiers ne pourraient pas facilement trouver ou ne pourraient pas facilement toucher s'ils les trouvaient. La solution principale fut les tunnels. La géologie du Japon, volcanique et montagneuse, offrait à la fois le matériau et l'opportunité. Les montagnes qui rendaient le terrain japonais difficile à traverser pour les forces terrestres contenaient de la roche qui pouvait être évidée. Le corps des ingénieurs de l'armée et de la marine japonaise, qui creusaient des fortifications dans le corail des îles du Pacifique depuis 3 ans, tourna son expertise vers l'intérieur. Des équipes d'ouvriers, dont de nombreux travailleurs coréens conscrits, commencèrent à excaver des installations de production dans les montagnes près de Nagoya, d'Osaka et des usines Nakajima dans la plaine du Kanto. Le plus grand de ces sites souterrains se trouvait à Matsushiro, dans la préfecture de Nagano. Le complexe finit par s'étendre sur plus de 10 km de tunnels, avec des ateliers de production taillés dans la roche solide, ventilés par des puits débouchant à des kilomètres de l'entrée principale et éclairés par des systèmes électriques installés le long des parois. Il était destiné à abriter non seulement la production d'avions, mais aussi le quartier général impérial et les ministères essentiels en cas d'invasion. Il ne fut jamais pleinement opérationnel avant la fin de la guerre. Cependant, des dizaines de petites installations dispersées l'étaient. Au début de 1945, la production du Zéro de Mitsubishi avait été fractionnée en sous-ensembles, répartis sur environ 200 sites distincts. Le fuselage était construit à un endroit, les ailes à un autre. Le moteur, un radial Nakajima Sakae, exigeant sa propre précision de fabrication, à un troisième. Les composants étaient transportés vers des lieux d'assemblage final qui étaient eux-mêmes dispersés sur plusieurs sites. Le transport qui reliait ces installations dispersées était la vulnérabilité que les planificateurs ne purent jamais totalement résoudre. Les routes et les voies ferrées étaient visibles du ciel. Les véhicules transportant des composants entre les sites pouvaient être observés et attaqués. Le système qui avait remplacé une grande cible par 200 petites avait créé un réseau logistique qui était lui-même devenu une cible de choix. Pourtant, dès durant l'hiver 1944 et jusqu'en 1945, les avions continuaient de sortir des usines. La main-d'œuvre qui construisait le Zéro en 1945 n'était plus celle de 1942. Les hommes qui avaient mis au point les tolérances, qui avaient appris les spécifications de Horikoshi par des années de pratique, qui avaient construit les avions dans des installations de temps de paix avec des outils appropriés et des matériaux adéquats, étaient repartis. Ils étaient dans la marine, dans l'armée, sur des îles à travers le Pacifique, dans les airs au-dessus du golfe de Leyte, au fond de la mer des Philippines. Le système de production qui dépendait de leurs compétences les avait consumés. La main-d'œuvre de remplacement était composée d'étudiants. Le Japon mobilisa sa population d'âge scolaire pour la production de guerre en 1944. Des élèves du secondaire, garçons et filles de 12 à 18 ans, furent organisés en brigades de travail et affectés aux usines d'aviation, aux usines de munitions et aux installations de production dispersées. À la fin de 1944, les étudiants constituaient la majorité de la main-d'œuvre sur de nombreux sites de production. Ils n'étaient pas formés. Ils n'avaient pas les années de discernement accumulées qu'exigeaient les tolérances de Horikoshi.
Ils avaient des instructions et la volonté d'enfants à qui l'on avait dit que la survie de la nation dépendait d'eux. Les problèmes de qualité apparus en 1942, lors de l'expansion de la main-d'œuvre avec des adultes venus d'autres industries, s'aggravèrent avec des étudiants adolescents travaillant dans des installations souterraines sans outillage ni supervision adéquat. Les taux de défectuosité grimpèrent à nouveau. Des cellules ayant passé l'inspection dimensionnelle cédèrent sous l'effort. Des avions acceptés par les inspecteurs de la marine et livrés aux unités opérationnelles développèrent des problèmes mécaniques qui les clouaient au sol quelques jours après leur arrivée. Les propres registres de la marine, examinés après la guerre, montrèrent qu'au cours des 6 derniers mois du conflit, le délai moyen entre la livraison d'un avion par l'usine et son premier dysfonctionnement, nécessitant une maintenance, était de 11 heures de vol. La norme d'avant-guerre était de 200 heures. Les avions continuèrent d'être produits. Ce n'étaient plus les appareils que Horikoshi avait conçus. Curtis LeMay arriva dans les îles Mariannes en janvier 1945 en tant que commandant du 21e Bomber Command, avec la mission précise de transformer la campagne des B-29 contre le Japon en une réussite, ce qui n'était pas encore le cas. Il avait 38 ans. Il avait dirigé la campagne aérienne contre l'Allemagne depuis l'Angleterre. Il avait mis au point les formations en combat boxe, qui réduisaient les pertes de bombardiers lors des raids européens. Ce n'était pas un homme qui acceptait l'échec opérationnel comme une fatalité. Le problème des raids de B-29 sur le Japon était l'altitude. Les vents du courant G au-dessus du Japon, à 30 000 pieds, étaient plus rapides et plus instables que tout ce que les météorologues américains avaient mesuré sur d'autres théâtres d'opération. À cette altitude et dans ces conditions, la précision du bombardement n'était pas un problème militaire que la simple persévérance pouvait résoudre. La physique ne collait pas. LeMay changea la physique. Il ordonna aux B-29 de voler de nuit, à basse altitude, entre 5 000 et 9 000 pieds, dépouillés de leurs tourelles défensives et de leurs artilleurs pour augmenter la charge de bombes, en portant des bombes incendiaires au lieu d'explosifs brisants. Les engins incendiaires étaient adaptés aux constructions japonaises. Les quartiers résidentiels et les petites zones industrielles des villes japonaises étaient essentiellement bâtis en bois. Des bombes incendiaires larguées à basse altitude avec une densité suffisante provoquaient des brasiers qui se propageaient plus vite que ne pouvaient intervenir les services de secours. Le premier raid incendiaire à basse altitude frappa Tokyo dans la nuit du 9 mars 1945. 40 km² de la ville partirent en fumée. 80 000 personnes périrent dans la tempête de feu. La rivière Sumida devint rouge. Les bombardiers qui regagnèrent les Mariannes avaient de la cendre incrustée sur leurs cellules des 5000 pieds d'altitude. La mission s'était déroulée sous le plafond d'efficacité de la DCA japonaise. La nuit avait rendu les bombardiers invisibles aux chasseurs dépourvus de guidage radar. Les appareils allégés, transportant 2 fois plus de bombes que lors des missions à haute altitude, avaient saturé la zone cible d'une telle densité d'incendie qu'aucun moyen de lutte contre le feu n'aurait pu y faire face. LeMay envoya 300 appareils sur Nagoya la nuit suivante. L'usine Mitsubishi n'était pas un quartier résidentiel. Elle possédait des structures en béton armé et des bâtiments à ossature métallique que les bombes incendiaires ne pouvaient consumer, comme des quartiers en bois. Mais la ville autour de l'usine, les logements des ouvriers, les réseaux de transport, les sous-stations électriques, les conduites d'eau qui alimentèrent les systèmes anti-incendie industriels, tout cela brûla. Et puis, les B-29 revinrent. Le plan de dispersion sauva les chiffres de production. C'est la réponse à la question posée par la miniature de cette vidéo, et elle mérite d'être formulée avec précision. Le Japon a produit 10 000 chasseurs zéro malgré les bombardements américains, parce qu'au moment où les bombardements sont devenus systématiquement dévastateurs au début de 1945, la production ne se trouvait plus dans les bâtiments visés. Et l'usine Mitsubishi de Nagoya fut endommagée lors des raids de mars, puis à nouveau en mai. Les dégâts étaient sérieux. La production sur le site principal tomba à des niveaux négligeables en juin 1945. Mais le réseau de sous-assemblage, les 200 sites dispersés, les ateliers souterrains, les gymnases d'école reconvertis en ateliers, les ateliers ruraux produisant des composants dans des villages qu'aucun planificateur de cibles américain n'avait répertoriés, continuèrent de produire des pièces. Ces pièces étaient des avions incomplets. L'assemblage final exigeait des outils et des installations que le système dispersé ne pouvait pas totalement reproduire dans des tunnels souterrains ou des bâtiments scolaires transformés. Les composants s'accumulaient sur des sites de stockage dispersés
en attendant une capacité d'assemblage qui était détruite plus vite qu'elle ne pouvait être reconstruite. En juillet 1945, le Japon possédait environ 9000 avions en réserve, dont à peu près 4000 étaient des chasseurs opérationnels, maintenus hors de combat par ordre stratégique. Ils étaient conservés pour l'invasion que les planificateurs américains et japonais croyaient imminente. L'invasion de Kyushu était prévue pour novembre. Ces avions devaient servir de kamikazes, s'écrasant sur les navires de débarquement avec leurs réservoirs pleins et des bombes de 250 kg. Les planificateurs des deux camps avaient calculé ce que coûterait en vie humaine 4000 avions utilisés comme missiles guidés contre une flotte d'invasion. Les estimations américaines prévoyaient 250 000 pertes américaines. Les estimations japonaises reposèrent sur l'idée que le coût serait assez élevé pour forcer une paix négociée. Aucune de ces estimations ne fut mise à l'épreuve. Le 6 août 1945, un seul, B-29, largua une seule bombe sur Hiroshima. L'avion s'appelait Enola Gay. La bombe était Little Boy, un engin à l'uranium produisant une puissance d'environ 15 kilotonnes. Elle détruisit 12 km² de la ville dans les premières secondes de sa détonation et tua entre 70 000 et 80 000 personnes instantanément, le bilan total s'élevant à 140 000 morts à la fin de l'année, à mesure que les victimes des radiations s'accumulaient. 3 jours plus tard, une seconde bombe frappa Nagasaki. Le 15 août, l'empereur Hirohito s'adressa à la nation japonaise à la radio. Son discours utilisait le langage formel de la cour que la plupart des sujets japonais ne lui avaient jamais entendu pratiquer, et ils ne l'avaient d'ailleurs jamais entendu parler tout court. Il déclara que la situation de la guerre n'avait pas évolué nécessairement à l'avantage du Japon, et que l'ennemi avait commencé à utiliser une bombe nouvelle et particulièrement cruelle, dont la capacité de destruction était en effet incalculable. Il ne prononça pas le mot « reddition ». Le sens militaire était pourtant bien celui d'une reddition. Les 4000 avions stockés sur les sites dispersés ne prirent jamais l'air. Les jeunes ouvriers des usines souterraines posèrent leurs outils. Les ingénieurs qui concevaient le successeur du Zéro, un avion plus rapide et mieux armé qui aurait comblé l'écart de performance ouvert par les chasseurs américains, replièrent leurs plans et rentrèrent chez eux. Jiro Horikoshi, qui avait passé la guerre à tenter de faire construire son avion par le système industriel selon les tolérances qu'il avait imaginées, passa la période de l'immédiat après-guerre à son bureau, à écrire. Il documentait ce qu'il avait construit et pourquoi. Son manuscrit fut finalement publié sous le titre « Eagles of Mitsubishi », un récit technique et personnel de la conception du Zéro, qui devint la principale archive historique expliquant comment un ingénieur de 32 ans à Nagoya avait produit l'avion que la plus grande marine de l'histoire n'avait pu ni détecter ni prédire. Il vécut jusqu'en 1982. Il vit l'avion qu'il avait conçu devenir le sujet de musées, de documentaires et finalement d'un film de Hayao Miyazaki. Il vit le Japon reconstruire sa puissance industrielle, canalisant la culture de la fabrication de précision qui avait bâti le Zéro dans les automobiles, l'électronique et les appareils photo qui allèrent dominer les marchés en temps de paix. Il vit ce que la précision et la volonté d'accepter un risque d'ingénierie que tout le monde jugeait impossible pouvaient produire. Il le savait déjà. 10 430 chasseurs Zéro furent produits entre 1940 et 1945. Ce nombre est significatif, non pas parce qu'il était suffisant, mais parce qu'il n'était pas censé être possible. La base industrielle du Japon, ses contraintes en matière première, les limites de sa main-d'œuvre et la destruction systématique de ses installations de production par les bombardements américains auraient dû produire bien moins d'appareils. Le plan de dispersion, les installations souterraines, les brigades de travail étudiantes et le sacrifice délibéré de la qualité au profit de la quantité lors de la dernière année permirent aux chiffres de grimper au-delà des évaluations des planificateurs américains. Ce ne fut pas assez. Le système de production américain, tournant à plein régime, produisit 300 000 avions entre 1941 et 1945. Le ratio n'était pas de 16 contre 1. À la fin de la guerre, il frôlait les 30 contre 1. L'écart de qualité s'élargit simultanément. Le Hellcat, entré en combat en 1943, volait plus vite que le Zéro à toutes les altitudes au-dessus de 15 000 pieds, était plus robuste, plus facile à entretenir et piloté par des hommes issus d'une filière d'entraînement que la base industrielle américaine pouvait soutenir, contrairement à celle du Japon. Le Japon a détruit son programme de formation des pilotes dès la première année de guerre, en maintenant ses pilotes expérimentés au combat jusqu'à leur mort,
au lieu de les faire rentrer pour former la relève. Les Américains ont retiré leurs pilotes chevronnés du front pour les placer dans des escadrons d'entraînement. Le Zéro abattu au-dessus de Guadalcanal en 1942 était souvent piloté par un homme ayant 600 heures de vol, formé par le programme d'aviation navale le plus rigoureux au monde. Le Zéro abattu au-dessus d'Okinawa en 1945 était souvent piloté par un jeune homme ayant 40 heures de vol, à qui l'on avait dit qu'il n'avait pas besoin d'apprendre à atterrir. Les avions continuaient d'être produits. Les hommes capables de les piloter n'étaient plus là. Horikoshi avait construit une arme extraordinaire. Le système qu'il a déployé a consumé les hommes capables de s'en servir plus vite que n'importe quelle ligne de production ne pouvait compenser. Les 10 000 avions restent dans l'histoire comme un monument à ce que l'improvisation industrielle, la précision de l'ingénierie et une main-d'œuvre incluant des enfants travaillant à la lampe à huile dans des tunnels de montagne peuvent produire quand l'alternative est la défaite nationale. Ce n'était pas suffisant. C'était plus que ce que cela n'aurait dû être. Et cela fut bâti par un homme qui, face à un cahier des charges impossible en 1937, décida que les exigences étaient correctes et que la réalité devrait s'y adapter. Il avait raison. La guerre l'a prouvé. Si cette histoire vous a touché, likez et abonnez-vous. Nous dénichons ces récits oubliés chaque jour. Laissez un commentaire pour nous dire d'où vous nous regardez et regardez cette prochaine vidéo. Vous n'allez pas en croire vos yeux.